Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cet autre rendez-vous d'information sur Spectrum Télévision. C'est la 5e livraison pour le compte de cette semaine qui s'achève inexorablement. Il est 19h, c'est la même heure à Ebonné, c'est dans le département du Mungo, région du littoral. Voici quelques articulations de votre journal. Football, Clarence Seedorf et Patrick Kluivert sont officiellement entraîneurs principaux et adjoints des Lions indomptables du Cameroun. Ils ont paraphé leur contrat ce 10 août 2018 à Yaoundé. Quelles sont les missions principales de ces deux techniciens hollandais? On le saura dans ce 19h. En politique, élection présidentielle de 2018, le délai de requête des candidats recalés auprès du Conseil constitutionnel est dépassé depuis hier minuit. Toutefois, 12 recours ont été enregistrés. Avec Makeda Lidi Nyochom, on fera le point. Et puis ce jour est donc journée africaine de la décentralisation. Nous sommes le 10 août 2018, occasion saisie par notre rédaction pour faire des regards croisés sur la décentralisation dans les mairies, un exercice auquel s'est prêté Léla Reine Nganze. Une fois de plus, bonsoir. Nous vous le disions il y a un court instant. 7 officiels depuis ce matin, Clarence Seedorf et Patrick Kluivert sont les nouveaux entraîneurs et entraîneurs adjoints de l'équipe nationale de football. Les deux techniciens néerlandais ont paraphé leur contrat ce 10 août 2018 à Yaoundé. C'était dans les services du ministère de l'Éducation physique, c'était dans les services du ministère de l'Éducation physique et des Sports. On fait le point dans ce reportage. 2 heures passées de 30 minutes environ au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Clarence Seedorf, Patrick Kluivert et les autorités camerounaises ont finalement bouclé les clauses de leur contrat. Les négociations ont duré près de 8 heures de temps. Les parties se sont finalement mises d'accord sur tous les points, surtout les plus essentiels. Les deux techniciens néerlandais se sont engagés pour un contrat de 4 ans. L'objectif assigné à l'encadrement technique est d'assurer le succès du Cameroun à toutes les échéances sportives majeures, notamment et prioritairement la victoire à la CAN 2019, avec une vue sur la qualification à la CAN 2021 et à la Coupe du Monde 2022. Leur contrat est assorti de l'obligation de résidence au Cameroun et d'assistance éventuelle à l'encadrement des autres équipes nationales. Ces contrats ont été entérinés face à la presse. Pour le ministre des Sports et de l'Éducation physique, aucun doute, l'un des premiers enjeux de cette collaboration est la victoire à la CAN 2019. Les Camerounais de tous bords ont besoin de retrouver leur équipe nationale conquérante, compétitive, indomptable, munie d'une âme et d'un atout qui est une marque spécifique du Cameroun Fighting Spirit. Votre mission est de bâtir un groupe fort, composé de talents, comme le Cameroun peut en regorger. Il vous revient de reléguer au chapitre de mauvais souvenirs des prestations qui n'ont pas honoré le Cameroun dans les arènes mondiales. Pas une seconde à perdre. Les nouveaux patrons du staff technique de l'équipe nationale entendent se mettre le plus tôt possible au travail. Nous sommes très conscients que c'est un travail très important. Le Cameroun, c'est le vainqueur de la CAN de 2017. Et on veut gagner encore cette coupe avec un groupe qui a beaucoup de potentiel. Et je pense que nous, on peut faire grandes choses avec eux. Nous sommes très contents d'être ici, très conscients de... Ça va être très dur, mais nous aimons travailler très dur. Il faut noter que les informations relatives à la valeur financière de cette collaboration sont gardées dans la stricte confidentialité. Clarence Seedorf et Patrick Kluivert, officiellement installés, ont quitté le Cameroun une fois les contrats signés. Ils reviendront dans les prochains jours pour leur prise effective de fonction. Présidentielle 2018, les candidats recalés par l'ECAM avaient jusqu'à hier minuit pour déposer leur requête. On note tout de même que 12 recours ont été enregistrés à cet effet. On fait le point avec Makeda Lidi Nyochom. 12 recours introduits par 9 des 18 candidats recalés dans la course à la présidentielle 2018
ont été reçus par le Conseil constitutionnel le jeudi 9 août à minuit, délai de rigueur arrêté pour déposer les requêtes. Le révérend Bertin Kissop du Cameroun Party of Social Justice a déposé 3 recours. Il s'insurge respectivement contre le rejet de sa candidature et contre le décret portant convocation du corps électoral. Candidat de l'Union camerounaise pour la démocratie et l'innovation, Valentin Ngono a également déposé un recours contre le rejet de sa candidature à la présidentielle, estimant que c'est un excès de pouvoir de la part du Conseil électoral de l'ECAM. Autre recours, celui déposé par Olivier Billet, dont la candidature avait été rejetée pour absence de caution. Il veut déposer les 30 millions de francs CFA et poursuivre sa campagne. 2 requêtes ont été déposées auprès du Conseil constitutionnel par Léopold Steve Ndjoumou, candidat de l'UREC. Sa candidature avait été rejetée pour non-paiement de la caution et absence des 300 signatures des personnalités, ce qu'il conteste. Koum Ané, Geneviève Zeyamvene, Aboubakar Kalmadine et Sosten Fouda ont eux aussi introduit des recours. Verdict du Conseil constitutionnel le 20 août prochain. Donc bien de le rappeler, Makeda Djiyotsom, le Conseil constitutionnel a 2 semaines pour rendre son verdict. On poursuit ce journal comme nous l'avons donc annoncé en début de cette semaine. On reste donc dans cette logique. La suite donc de la présentation des portraits des candidats qui ont été retenus par le Conseil électoral. Et ce soir, on va s'intéresser tout d'abord à un Benjamin de cette course à la présidentielle 2018. Il s'agit de Cabral Libby. Qui est-il? Son portrait nous est dressé ce soir par Oriane Donquin. La dernière élection présidentielle française qui a connu la victoire d'Emmanuel Macron aura été comme un déclic pour Cabral Libby Li Nguenge. Il se fait d'ailleurs appeler le Macron camerounais. Selon lui, le fulgurant parcours de l'actuel président français l'a inspiré. Il avait d'ailleurs écrit sur sa page Facebook, je cite, « Le mimétisme n'est pas toujours judicieux en politique. Néanmoins, ça donne à réfléchir, ça donne à se dire qu'une nouvelle page politique doit être ouverte au Cameroun en 2018 et je me propose de faire partie du mouvement qui va l'ouvrir. » Fin de citation. Très connu par ses analyses politiques sur les plateaux radio et TV au Cameroun, son engagement politique ne date pas d'aujourd'hui. En 2011, lui ainsi que 25 jeunes de son village consignaient un manifeste où ils regrettaient l'incapacité des élites Bassa à défendre et prendre en compte les préoccupations et intérêts locaux à l'échiquier national. En 2015, il a relevé que la situation catastrophique du Cameroun était la conséquence de l'usure et d'une présidence qui n'a jamais eu de cap. En 2017, il initie l'opération 11 millions d'inscrits sur les listes électorales. Objectif, encourager les jeunes à s'inscrire. 2018, il est candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain, pour la première fois, investi par le parti Univers du professeur Koumvondo. Cabral Libby, qui entend, s'il est élu, diriger le pays avec une équipe rajeunie, est né le 29 mars 1980 à Ezeka, dans le Nyon-Ekele, c'est dans la région du centre. Il est titulaire d'un baccalauréat A, d'un DEA en droit public international. Directeur adjoint de Radio Campus jusqu'en 2017, il est en thèse de doctorat et coordonnateur de l'Association des étudiants de Soie. Un autre Benjamin engagé dans cette course pour la magistrature suprême qui en est également à son premier essai, c'est Serge Espoir Matomba du PUS. Ce dernier s'appuie sur la jeunesse pour une alternance politique axée sur la bonne gouvernance. Oriane Donquin, une fois de plus, pour nous dresser son portrait. De conseiller municipal à président de la République, c'est possible avec de la détermination et pourquoi pas un soupçon d'espoir. Serge Espoir Matomba, alors qu'on venait à peine de le découvrir à travers son parti politique créé en 2010, va contre toute attente avec sa formation politique, le Peuple uni pour la rénovation sociale PUS, se frayer un chemin et une place de conseiller municipal à la mairie de Douala 4e aux côtés du RDPC et du SDF. C'était en septembre 2013. Premier secrétaire du PUS, son engagement politique découle, dit-il, des conditions de vie de la grande partie de la population. C'est donc dans sa quête de solutions et surtout sa contribution au mieux-être des jeunes qu'il décide de faire entendre sa voix.
en juillet 2014 suite à l'augmentation du prix des hydrocarbures et l'adoption du projet de loi portant ratification des accords de partenariat économique, lui et quelques cadres de son parti entament une grève de la faim. Distingué en 2013 comme meilleur jeune leader politique et étoile montante du management, il avait 17 ans lorsqu'il a créé sa propre entreprise. Dans les années 2000, il quitte le Cameroun pour le Portugal, où il crée une autre entreprise spécialisée dans le secteur des hydrocarbures. Candidat à la présidentielle du 7 octobre prochain, ce fils de fonctionnaire de police et de maire au foyer entend continuer le travail mené depuis une dizaine d'années sur le terrain. Né le 30 septembre 1979 à Douala, le candidat du PUS dit préparer cette échéance depuis 2011 à travers des périples dans plusieurs régions et localités du pays. Pour sa première participation à l'élection présidentielle, Serge Espoir Matomba va concourir aux côtés de celui qu'il a vu accéder au pouvoir alors que lui, Serge Espoir, n'avait que 3 ans. S'agissant toujours de l'élection présidentielle de 2018, il convient de signaler que l'ECAM vient de trancher la question concernant la création des bureaux de vote, de centres de vote dans les casernes, commissariats et également chefferie, voire à la présidence. Il faut noter que ces élections vont se dérouler dans les casernes, mais pas dans les chefferies traditionnelles, encore moins à la présidence. Autre fait d'actualité dans ce journal ce soir, le Cameroun de concert avec d'autres nations africaines commémore ce 10 août 2018 la journée africaine de la décentralisation, une commémoration qui intervient quelques jours après l'adoption par le Conseil national de la décentralisation du projet de document d'indice de développement local du Cameroun. Léla Nganzo nous en dit plus dans ce reportage. L'adoption du projet de document d'indice de développement local du Cameroun par le Conseil national de la décentralisation vient marquer un pas dans l'implémentation du processus voulu par la Constitution de 1996. Concrètement, il s'agit entre autres de nouvelles modalités d'allocation des ressources aux communes et communautés urbaines. Le Premier ministre a pris là tout simplement une décision que les maires au sein de leur association CVUC ne cessent de revendiquer. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de responsabiliser davantage les collectivités pour qu'ils assument la compétence locale. Ça veut dire quoi, responsabiliser davantage les collectivités? Les collectivités doivent pouvoir, au niveau de leur localité chacun, identifier les projets avec les populations. C'est pour ça que cela doit se faire avec la participation des populations. La décentralisation au Cameroun, en dépit du cadre légal arrêté depuis toujours, a malheureusement du mal à être visible sur le terrain. Malgré le fait que le cadre législatif soit mis en place, on n'a pas senti une réelle volonté. Il y a eu des réticences au niveau du gouvernement central à transférer les compétences aux collectivités locales. Et ces réticences, le gouvernement central à tout moment a essayé de le justifier par l'absence de capacité managériale des élus locaux et du personnel communal à conduire cette réforme. Mais je dirais que à partir du moment où le gouvernement a décidé de transférer les compétences, le gouvernement n'a pas de justificatif. Cependant, depuis 2016, entendez depuis le déclenchement de la crise anglophone, les autorités camerounaises ont mis un point d'honneur au renforcement du processus, même si il faut dire que les premiers transferts de compétences sont intervenus en 2010. Et en 2018, la création d'un ministère entièrement dédié à ce processus et au développement local est venue confirmer cette volonté. La question est désormais comment coordonner cadre légal et accélération du processus sur le terrain. Alors, pour accélérer la mise en place de la décentralisation, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le gouvernement central doit donner la plénitude aux collectivités territoriales décentralisées d'exercer leurs compétences. Et pour le faire, il faut d'abord que le ministère de la décentralisation et du développement local soit opérationnel. Le ministère a été créé, le ministre a été nommé, le secrétaire général du ministère a été nommé. Maintenant, il faut mettre les services, les rendre opérationnels, les pouvoirs en ressources humaines. Ensuite, il faudrait aussi que les communes aient les moyens. Vous savez, dans la loi, on prévoit que
chaque année, quand on voit la loi des finances, il doit avoir une fraction des dépenses du budget de l'État qui doivent être transférées, qui doivent être allouées aux communes. Donc, dans le cadre de cette fraction, la loi des finances doit clairement définir quelle est cette fraction. La décision prise par le Conseil national de la décentralisation intervient alors que le Cameroun, comme d'autres nations africaines, commémore ce 10 août la journée africaine de la décentralisation. Prenons à présent ces regards croisés sur la décentralisation dans les mairies. Adolphe Lotine Samé est adjoint au maire à la commune d'arrondissement de Douala-Premier et Jules Minamo, conseiller municipal à Douala-Deuxième. Il s'exprime au micro de Spectrum Télévision. À Douala-Deuxième, la décentralisation est effective parce que depuis pratiquement 3 ans, nous recevons régulièrement, n'est-ce pas, des transferts de l'État. Et d'ailleurs, nous venons de siéger hier au titre, n'est-ce pas, de la deuxième session du Conseil pour l'exercice 2018. Et il en ressort que, suivant l'exécution du budget, à ce jour, la commune de Douala-Deuxième a reçu une enveloppe de 75 387 900 francs de l'État, reparti à hauteur de 38 millions pour les subventions d'équipement et 35 387 900 francs sur des transferts effectifs reçus de l'État. Donc cela matérialise le fait que nous recevons régulièrement de l'argent pour effectivement, à notre niveau, exécuter tout le programme en matière de décentralisation. Dans toutes les autres communes, ce n'est pas un problème de Douala-Premier. Je vais penser que la décentralisation n'est pas effective. Il y a l'administration qui bloque l'effet de la décentralisation. Quand bien même les décrets sont signés, la mise en application est un problème. Et à Douala-Premier, pratiquement, parce que nous nous sommes appropriés très vite de la décentralisation, compte tenu des textes de loi que les décrets que le Premier ministre avait signés. Je vais vouloir parler un peu de la loi sur l'environnement, des droits de marché et autres, mais il y a eu une riposte farouche auprès des autorités administratives qui ne voulaient pas normalement qu'on s'approprie de ce qui nous revient de droit. Alors, on a beaucoup de la peine parce qu'ils n'ont pas pu former les conseillers municipaux et les magistrats municipaux à la chose. Vous voyez, je suis Lotine Samé Adolphe, adjoint maire à Douala-Premier, et je suis un homme politique. C'est votre vote qui m'a donné cette chaise. Alors il faut absolument qu'on forme des acteurs politiques qui ont eu à briguer des postes de maire et des conseillers municipaux pour qu'ils essayent de savoir, qu'ils sachent au moins ce que c'est que la décentralisation. Où est-ce qu'on va, jusqu'où on doit arriver, où sont les pouvoirs des maires. Quand on parle même de décentralisation, c'est plus avancé, mais lentement, il faut que le maire sache même où sont ses pouvoirs. On ne va pas se résumer à signer les actes de naissance et à parler de magistrat municipal. Est-ce qu'il est au PJ? C'est un problème. Est-ce que le maire est un tout? Est-ce qu'il est un magistrat? Est-ce que je suis le 3e magistrat de la ville? Tout ça, il faut regarder. Vacances utiles pour les élèves de la capitale politique. Le lancement de la campagne de fabrication des pavés en plastique s'est tenu ce jour à Yaoundé. L'objectif est non seulement d'occuper les jeunes élèves en période de vacances, mais aussi de les préparer à intégrer le monde socio-professionnel. L'initiative est de l'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila. Reportage. Des pavés en plastique pour garantir un environnement scolaire écologique. Voilà ce que offre la Fondation Cœur d'Afrique aux élèves pendant cette période de vacances. Ils vont fabriquer les pavés, ils vont les poser eux-mêmes. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de tracasseries dans cela. Le projet relatif à cette campagne de sensibilisation sur les méfaits des déchets a été lancé en janvier 2018. Dans la courbe des résultats, il y a des améliorations à faire. Avant, ces pavés étaient fabriqués manuellement. Et la beauté n'était pas ce qu'on souhaite, ce qu'on attendait. Maintenant que nous avons reçu une machine qui fabrique ces pavés, vous avez vu vous-même, les pavés sont là. Vous voyez comment c'est beau. L'éducation à l'environnement, une nécessité vers l'élimination des effets de la pollution en milieu scolaire. Il faut bien dire que la question de l'écologie à l'école concerne bien sûr la pédagogie, mais aussi les aspects liés
à l'environnement dans l'école, notamment qualité des bâtiments, matériel, produits d'entretien et autres. En pavant les entrées et les espaces de jeu des établissements scolaires, ceux-ci restent connectés à la protection de l'environnement. La lutte contre la pollution due aux déchets plastiques, il y a l'embellissement et le désenclavement des établissements scolaires, il y a le développement participatif. Vous avez vu, 500 élèves vont faire le stage et ils seront rémunérés. Et ensuite, la gestion, n'est-ce pas, des déchets plastiques. Donc les déchets plastiques ne seront plus vus comme un mal. Ce sera un bienfait puisque nous allons les transformer en pavés pour le pavage, pour embellir les établissements scolaires. Les lycées et collèges retenus pour ce stage de vacances ont été sélectionnés au pif. Crise anglophone, les initiateurs de l'idée de All Anglophone Conference où l'Assemblée générale des anglophones se sont réunis ce mercredi ici même dans la capitale politique sous la coordination du cardinal Christian Tsoumi et de Simon Munzo. Il ressort de ces assises que ce collectif s'est félicité de ce que le gouvernement camerounais a apprécié l'initiative. Le même collectif s'est dit donc ouvert au dialogue. Toutefois, il est question de travailler sur des stratégies devant donc permettre le retour de la paix dans les zones anglophones. Nous parlons justement du nord-ouest et du sud-ouest. Parlons de toute autre chose dans ce journal. On reparle notamment de la journée internationale des peuples autochtones à l'Est pour indiquer que c'est l'esplanade de la mairie de Manjou qui a servi de cadre pour la célébration de cette journée. Occasion saisie pour égrener le chapelet des difficultés rencontrées par ces peuples. Les précisions de nos correspondants bien implantés dans cette partie du Cameroun. Le Cameroun, de concert avec la communauté internationale, a célébré la journée mondiale des peuples autochtones sous le thème « Mouvement et migration des peuples autochtones ». Dans la région de l'Est, le théâtre de l'événement était l'esplanade de la mairie de Manjou où la cérémonie était présidée par le chef de cabinet du gouverneur de la région de l'Est, Ngoufane Yombi Joël Thierry, représentant le numéro 1 de la région empêchée. La région de l'Est regorge une grande frange des populations autochtones, notamment les Peuls Mbororo et surtout les Pygmées Baka. Ces peuples autochtones qui font face à de nombreux problèmes au quotidien, notamment le manque de pâturage pour les Mbororo qui excellent dans l'élevage et l'accès aux terres pour les Pygmées Baka afin de s'exercer dans l'agriculture. Mais d'une manière générale, ces populations ont du mal à jouir de leur citoyenneté avec l'absence de carte nationale d'identité, conséquence du défaut d'acte de naissance. Le précieux document qui fragilise par-dessus la scolarisation des enfants et rend difficile leur insertion dans la société. Conscient de la pertinence des problèmes que rencontrent les peuples autochtones, le gouvernement de la République a engagé certaines mesures dont les résultats, quoique timides, sont encore palpables. Le ministère des Affaires sociales, qui est le ministère de tutelle, a mis sur pied plusieurs programmes. Nous avons par exemple dans les communes du Cameroun qui regorgent des populations pygmées Baka, nous avons ce projet que nous appelons le PDPP, PNDP, c'est-à-dire le programme de développement des peuples pygmées, qui agit sur les peuples pygmées de toutes les 17 communes regorgeant des pygmées à l'est du Cameroun. D'une manière générale, faut-il le reconnaître, la sortie des peuples autochtones de la précarité dans laquelle ils se trouvent nécessite une synergie d'efforts de toute la société, car ce sont des citoyens camerounais. Le vivre ensemble, prôné par les pouvoirs publics, passe aussi par là. Ce fait divers, un incendie a ravagé hier soir 3 boutiques situées en face du marché Mbopi, ici même à Douala. Bilan d'importants dégâts matériels dont le coût n'est pas encore estimé, encore moins l'origine des flammes. 24 heures après le sinistre, nos reporters sont descendus sur les lieux. Voici ce qu'ils ont vu et entendu. Dépassé par les événements, c'est le sentiment de ce commerçant exerçant à Douala au lendemain de l'incendie qui a ravagé 3 boutiques situées en face du marché Mboupi, non loin de la gendarmerie. Ce vendredi matin, soit 24 heures après le sinistre,
Les dégâts matériels sont importants. Après le feu, tout ce que nous pouvons faire présentement, c'est juste déblayer tous les débris là et essayer de voir comment on peut repartir à zéro. Par ça, c'est reparti à zéro. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Tout en espérant juste que nos créanciers nous accordent juste un peu de temps pour pouvoir remettre sur pied toutes les activités. Là, vraiment, nous sommes dépassés par les événements. Même sentiment chez cet autre commerçant qui a vu sa boutique partir également en fumée. Il n'a rien pu sauver jeudi soir au vu de la propagation rapide des flammes. Quand je suis rentré, je suis quitté là aux environs de 19h. Je suis rentré directement à la maison. Dès que j'arrive à la maison, j'enlève ma babouche. On m'appelle, on me dit la boutique est en train de se brûler pour mon voisin. Je quitte aussi, je cours avant d'arriver, c'était presque 20h59. Je constate que le feu a tout pris. On voulait casser la boutique, les sapeurs-pompiers ont refusé. Ainsi de suite, non, on n'a rien sauvé. On est arrivé, on a trouvé, comme hier, comme on a laissé, et comme vous êtes en train de constater, on n'a pas pu faire autre chose. Donc on attend encore le constat de la gendarmerie. L'origine de cet incendie reste pour le moment inconnue. Fin de ce jeudi 19h. Prochain rendez-vous de l'information sur Spectrum Télévision, c'est demain lorsqu'il sera 20h. Et là, on parlera de l'édition bilingue en anglais et en français. Retrouvez déjà tout à l'heure à 20h Véronica Adji pour les informations en langue anglaise. Excellent week-end à tous et à toutes. Bonsoir.